Bienvenue encore une fois dans votre chaîne Smart SVT dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la discussion d'un phénomène très important, à savoir le brassage génétique des allèles. Ce thème fait partie de l'unité transmission de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée. C'est l'unité 1 pour les deuxièmes années sciences maths, l'unité 2 pour les deuxièmes années PC, mais l'unité 3 pour les deuxièmes années SVT. Et donc les objectifs de la vidéo, c'est comprendre comment se fait le brassage des allèles au cours de la méiose et de la fécondation. Et ceci en trois parties. Dans la première partie, on va essayer de comprendre le brassage interchromosomique. La deuxième partie sera consacrée au brassage intrachromosomique. Et enfin, la troisième et la dernière partie, on va discuter brièvement le rôle de la fécondation dans la diversité génétique. Et vous avez constaté que j'ai commencé avec le brassage interchromosomique, même si, au cours de la méiose, il vient après le brassage intrachromosomique. Puisque le brassage intrachromosomique se passe pendant la prophase 1, alors que le brassage interchromosomique a lieu pendant l'anaphase 1. Et ceci pour des raisons pédagogiques que vous allez comprendre au cours de la vidéo. Commençons d'abord par le brassage interchromosomique avec deux axes. Dans le premier, on va essayer de comprendre son mécanisme, comment il se fait ce brassage interchromosomique. Et dans le deuxième, on va découvrir son intérêt génétique, quelle est son importance au cours de la reproduction sexuée chez les organismes vivants. Voyons d'abord ce brassage interchromosomique chez une cellule de karyotype 2n égale à 4, le plus petit karyotype possible. Voici une cellule mère des gamètes pendant la prophase 1, c'est-à-dire la première phase de la méiose, avec un karyotype de 2n égale à 4, c'est-à-dire deux paires de chromosomes homologues. Et ce qui caractérise la prophase 1, c'est l'association, bien l'appariement des chromosomes homologues qui forment ce qu'on appelle un bivalent, ou bien une tétrade. Et donc, puisqu'on a 2n égale 4, on aura deux bivalents qu'on va noter grand A, grand B, petit b. Alors, suivons le comportement possible de ces chromosomes pendant les phases suivantes de la méiose. Au cours de la métaphase 1, la cellule peut aligner ses chromosomes de cette manière, c'est-à-dire grand A rouge foncé en haut, petit a rouge clair en bas. De l'autre côté, grand B vert foncé en haut et petit b vert clair en bas. Ou bien de cette manière. Vous voyez, la cellule a modifié le couple grand B, petit b. Et de cette manière, on aura petit b en haut et grand B en bas. Et par conséquent, une cellule de karyotype 2n égale à 4 n'a que deux possibilités, c'est-à-dire deux manières différentes de positionner ses chromosomes au cours de la métaphase 1. Alors certains diront, non, il y a peut-être une troisième possibilité que tu as oubliée, et ils pensent à celle-ci. Et là, je vais répondre que, remarquez bien que grand A, grand B se trouvent du même côté, donc ils vont migrer ensemble. Et petit a, petit b se trouvent de l'autre côté, et donc ils vont migrer ensemble. Et on va tomber sur les mêmes résultats que la première possibilité. Donc en réalité, il ne s'agit pas d'une troisième possibilité, mais de la première possibilité écrite d'une autre manière, puisqu'elle va donner les mêmes résultats. Au cours de l'anaphase 1, on va assister à la migration des chromosomes sans clivage des centromères. Et dans la première possibilité, vous constatez que grand A, grand B ont migré ensemble vers le haut, alors que petit a, petit b ont migré ensemble vers le bas. Dans la deuxième possibilité, on a grand A qui a migré avec petit b vers le haut, alors que petit a migré avec grand B vers le bas. Et donc il s'agit de deux cas différents de séparation des chromosomes. À la fin de la télophase 1, chaque possibilité va donner deux cellules filles différentes génétiquement. La première possibilité donne une première cellule fille grand A, grand B et une deuxième cellule fille petit a, petit b. Alors que la deuxième possibilité va donner une première cellule fille grand A, petit b et une deuxième cellule fille petit a, grand B. Et dans tous les cas, les chromosomes sont bichromatidiens.
Maintenant, chaque cellule va entamer la division équationnelle en commençant par la prophase 2. Au cours de la métaphase 2, chacune des cellules va aligner ses chromosomes le long du plan équatorial de la même manière observée pendant la métaphase de la mitose, c'est-à-dire que chaque chromosome est relié des deux côtés à des fibres du fuseau achromatique qui sont reliées elles-mêmes aux deux astères. Au cours de l'anaphase 2, événement très important, clivage des centromères, séparation des chromatides sœurs et migration des chromosomes fils vers l'un des deux pôles de la cellule. Après la télophase 2, on va obtenir des cellules filles dont les chromosomes sont monochromatidiens et qui vont former quatre types possibles de gamètes différents génétiquement. Grand A, grand B et petit a, petit b pour la première possibilité, grand A, petit b et petit a, grand B pour la deuxième possibilité. Voyons maintenant le brassage interchromosomique chez une cellule de karyotype 2n égale à 6. On va ajouter deux chromosomes, bien une paire de chromosomes. Voici la cellule mère des gamètes qui va faire la méiose. Elle est maintenant en prophase 1. Et pendant la prophase 1, on a l'appariement des chromosomes homologues et formation des bivalents. Et dans ce cas, puisqu'on a 2n égale à 6, on a trois bivalents qu'on note grand A petit a, grand B petit b, grand C petit c. Donc, première possibilité de positionner les chromosomes, la voici, grand A, grand B, grand C en haut, petit a, petit b, petit c en bas. Deuxième possibilité, voilà, la cellule va modifier une seule paire, par exemple ici grand A et petit a. Troisième possibilité, la cellule va modifier grand B, petit b. Et enfin, quatrième possibilité, la cellule modifie grand C et petit c. Et donc une cellule de karyotype 2n égale à 6 peut choisir entre quatre manières possibles de positionner ses chromosomes au cours de la métaphase 1. Mais attention, une seule cellule ne peut choisir que l'une de ces quatre possibilités. Si elle a choisi par exemple la troisième possibilité, donc elle va aller jusqu'au bout de cette voie, de cette troisième possibilité, pour donner deux types de gamètes différents. Mais imaginez que vous avez 1000 cellules mères. Alors parmi ces 1000 cellules mères, certaines vont choisir la première possibilité, d'autres vont choisir la deuxième, d'autres vont choisir la troisième et d'autres encore vont choisir la quatrième possibilité, avec 25% à peu près pour chaque possibilité. Pendant l'anaphase 1, migration des chromosomes sans clivage des centromères. Après la télophase 1, chaque possibilité va donner deux cellules filles différentes génétiquement, mais dont les chromosomes sont encore bichromatidiens. Et en tout, la cellule peut théoriquement donner 8 types de cellules différentes génétiquement. Après la télophase 2, à la fin de la division équationnelle, on aura donc 8 types de cellules différentes génétiquement, bien 8 types de gamètes. Alors, récapitulons le brassage interchromosomique. Pour une cellule de karyotype 2n égale à 4, c'est-à-dire n égale à 2, on a obtenu 4 cellules filles différentes génétiquement, qu'on peut écrire sous la forme 2 puissance 2, 2 au carré. Pour une cellule de karyotype 2n égale à 6, c'est-à-dire n égale 3, on a obtenu 8 cellules différentes, qu'on peut écrire sous la forme 2 puissance 3. Et donc on peut prévoir, pour 2n égale 8, c'est-à-dire n égale à 4, on peut prévoir le nombre de types de gamètes obtenus en utilisant la formule 2 puissance n. Et dans ce cas, n c'est 4, donc on va obtenir 2 puissance 4, c'est 16. De même, pour 2n égale à 10, c'est-à-dire n égale à 5, on va obtenir 2 puissance 5, c'est 32. Enfin, chez l'homme, 2n égale 46, donc n égale 23, on va obtenir, ou bien on peut obtenir 2 puissance 23, c'est-à-dire 8 388 608 types de gamètes différents génétiquement. On voit donc l'intérêt du brassage interchromosomique, c'est de permettre la formation de gamètes différents génétiquement, c'est-à-dire c'est la diversité génétique des gamètes.
Résumons ce qu'on peut retenir à propos du brassage interchromosomique. Le brassage interchromosomique est la disjonction ou ségrégation ou séparation aléatoire des chromosomes entre les cellules filles pendant l'anaphase 1, c'est-à-dire la division réductionnelle. L'intérêt génétique du brassage interchromosomique est la diversité génétique des gamètes. En redistribuant les chromosomes paternels et maternels de manière aléatoire entre les cellules filles, il permet la formation de gamètes génétiquement différents. Deuxième phénomène très important qui caractérise la méiose, le brassage intrachromosomique. Alors on va faire la connaissance du phénomène de crossing over ou l'enjambement et ensuite l'intérêt génétique du brassage intrachromosomique. Voici deux chromosomes homologues d'une cellule pendant la prophase 1 observée au microscope électronique. On voit clairement les deux chromatides sœurs reliées entre elles au niveau du centromère et on voit les deux chromosomes homologues formant le bivalent. Et entre les chromosomes homologues, on voit clairement ce qu'on appelle un chiasma. Les chiasmas sont les régions, bien les zones où les deux chromosomes homologues vont s'échanger entre eux des fragments de leur chromatide. C'est ce qu'on appelle le crossing over ou l'enjambement. Alors, que se passe-t-il au niveau des chiasmas? Quelle est la conséquence de ce phénomène sur la formation des gamètes? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voici une cellule mère des gamètes pendant la prophase 1 et dont le karyotype est 2n égale à 4, c'est-à-dire deux paires de chromosomes homologues, et supposons qu'il y a un seul crossing over entre les chromosomes homologues grand A et petit a. Alors observez bien ce qui se passe ici à ce niveau. Pour bien illustrer le phénomène, on va considérer deux couples d'allèles, grand G petit g et grand L petit l. Il y a un enzyme spécifique qui va couper chaque chromosome au même niveau et ensuite il va coller le fragment de chaque chromosome sur l'autre chromosome. Regardez bien. Ainsi, on assiste à un échange de fragments de chromatides entre les deux chromosomes homologues et donc un échange d'allèles qui sont dans notre cas grand G et petit g. La conséquence, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les chromatides recombinés. Une chromatide qui porte grand G petit l et une autre chromatide qui porte petit g et grand L. C'est une autre manière de contribuer à la diversité génétique. Revenons à notre cellule mère des gamètes avec ses deux chromosomes homologues et voyons la conséquence du crossing over sur la formation des gamètes. À ce stade, la cellule doit choisir entre deux manières différentes de séparer ses chromosomes homologues, c'est-à-dire elle est obligée de passer par le brassage interchromosomique. Alors voici les deux manières possibles. Dans la première, on a grand A avec grand B vont migrer ensemble vers le haut et petit a avec petit b vont migrer ensemble vers le bas. Dans la deuxième possibilité, on a grand A va migrer avec petit b et petit a va migrer avec grand B. Passons directement au résultat de la télophase 1. La première possibilité va donner deux cellules filles différentes, grand A grand B d'une part et petit a petit b d'autre part. La deuxième possibilité va donner également deux types de cellules différentes, grand A petit b d'une part et petit a grand B d'autre part. Après la télophase 2, c'est-à-dire à la fin de la méiose, vous constatez que chaque possibilité a donné quatre types de cellules différentes. C'est-à-dire au total, on a 8 cellules, toutes différentes les unes des autres. Chaque cellule est unique. Aucune cellule ne ressemble aux autres génétiquement. Donc j'ai noté les chromatides recombinés par prime. A' pour les différencier des chromatides parentales que j'ai notées A. Et donc vous constatez qu'une cellule de karyotype 2n égale à 4 peut donner 4 types de cellules avec le brassage interchromosomique uniquement, alors qu'avec le brassage intrachromosomique suivi du brassage interchromosomique, elle peut donner 8 types différents de cellules filles. Voyons maintenant si notre cellule effectue deux crossing over à la fois, un pour chaque paire de chromosomes, ici et là. Après ces deux crossing over, vous avez constaté l'apparition de quatre chromatides recombinés. Deux chromatides pour la première paire de chromosomes homologues et deux chromatides pour la deuxième paire.
Et en passant à la métaphase 1, la cellule doit choisir entre deux possibilités de positionner ou bien d'aligner ses chromosomes homologues. Voyons ces deux possibilités. Voici la première possibilité et voici la deuxième. Alors, la première possibilité va permettre à grand A, grand B de migrer ensemble vers une cellule et petit a, petit b de migrer vers l'autre cellule. Alors que la deuxième possibilité va permettre à grand A de migrer avec petit b et petit a de migrer avec grand B. Passons à l'anaphase 1. Migration des chromosomes bichromatidiens sans clivage des centromères. À la fin de la télophase 1, chaque possibilité va donner deux types de cellules différentes et donc au total on aura quatre types de cellules différentes génétiquement. Alors poursuivons avec la division équationnelle. Voyons d'abord les cellules de la première possibilité. Elles peuvent aligner leurs chromosomes de cette manière ou bien de cette manière. Pour la deuxième possibilité, les deux cellules peuvent également aligner leurs chromosomes de deux manières différentes, soit de cette manière, soit de cette autre manière. Et donc pour les deux possibilités, on aura 8 cas différents. Après la télophase 2, chaque possibilité va donner 8 types différents de cellules filles. Et donc les deux possibilités vont permettre la formation de 16 types différents de gamètes. Vous avez donc constaté qu'une cellule de karyotype 2n égale à 4 peut donner, grâce au brassage interchromosomique et sans crossing over, sans brassage intrachromosomique, 4 types différents de gamètes. Alors qu'avec un seul crossing over suivi d'un brassage interchromosomique, elle peut donner 8 types différents de gamètes. Enfin, avec deux crossing over suivis d'un brassage interchromosomique, elle peut donner 16 types différents de gamètes. Donc le brassage interchromosomique, il est obligatoire, alors que le brassage intrachromosomique, le crossing over, il n'est pas obligatoire, mais il contribue à la diversité génétique des gamètes. L'essentiel de ce qu'on peut retenir sur le brassage intrachromosomique est le suivant. Le brassage intrachromosomique ou recombinaison homologue par crossing over est le phénomène par lequel deux chromosomes homologues échangent entre eux des fragments de leur chromatide et par conséquent des allèles. Ce phénomène permet la redistribution des allèles entre les deux chromosomes paternels et maternels d'une même paire. Le brassage intrachromosomique se déroule pendant la prophase 1 de la méiose et permet la diversité génétique des gamètes formés à la fin de la méiose. Une remarque très importante, quand des chromosomes réalisent le crossing over à la prophase 1, le brassage interchromosomique devient possible lors de l'anaphase 2. Normalement, le brassage interchromosomique, il se déroule pendant l'anaphase 1. Mais quand il y a brassage intrachromosomique, il devient possible même pendant l'anaphase 2. On arrive enfin au troisième et dernier axe consacré à la fécondation, son rôle et son intérêt génétique. Et on va insister sur deux points essentiels. Premièrement, le retour à l'état diploïde par fusion de deux gamètes. Deuxièmement, la diversité génétique par la fusion de deux informations génétiques différentes. Alors, qu'est-ce que c'est que la fécondation? Voici un ovule, c'est-à-dire un gamète femelle vu au microscope. Il est entouré de plusieurs spermatozoïdes ou gamètes mâles. Mais parmi tous ces spermatozoïdes, un seul va pouvoir pénétrer l'ovule. Et donc la fécondation, c'est la rencontre et la fusion de deux gamètes de sexe opposé ou bien de sexe différent. Le spermatozoïde qui représente le gamète mâle et l'ovule qui représente le gamète femelle. En représentant ce phénomène par un schéma très simplifié, voici notre ovule, notre gamète femelle, avec un karyotype le plus simple possible, c'est-à-dire n égale à 2.
Et voici le spermatozoïde. Alors faisons un grossissement de notre spermatozoïde. Il est formé de trois parties, une tête, une pièce intermédiaire et un flagelle qui lui permet de se déplacer. Et le gamète mâle, le spermatozoïde, il a également un karyotype de n égale à 2. Et après leur fusion, on va obtenir une seule cellule qu'on appelle œuf ou zygote. Et cette cellule, elle est obligatoirement diploïde et dans notre cas, elle a un karyotype 2n égale à 4. Alors, quel est l'intérêt génétique de la fécondation? Prenons le cas où on a la production de deux types de gamètes différents, un spermatozoïde 1 qui porte un chromosome grand A et un spermatozoïde 2 qui porte un chromosome petit a. De même, un gamète femelle ou ovule 1 qui porte le chromosome grand A et un ovule 2 qui porte le chromosome petit a. Dans ce cas, on peut avoir un premier cas de fécondation qui va donner un œuf ou zygote 1 avec les deux chromosomes grand A, grand A. Un deuxième cas de fécondation qui donne un zygote 2, grand A, petit a. Un troisième cas de fécondation, zygote 3, grand A, petit a. Et enfin, un quatrième cas, zygote 4, petit a, petit a. Et donc dans ce cas, on aura 4 cas possibles de fécondation. Donc la fécondation contribue à la diversité génétique des zygotes ou bien de l'œuf. Prenons le cas où chacun des deux parents produit 4 types de gamètes. Un spermatozoïde grand A, grand B, un spermatozoïde petit a, petit b, un spermatozoïde grand A, petit b, et enfin un spermatozoïde petit a, grand B. De même, ovule grand A, grand B, un ovule petit a, petit b, un ovule gamète femelle grand A, petit b, et enfin un ovule petit a, grand B. Et dans ce cas, vous voyez d'après le tableau qu'on peut avoir 16 cas possibles de fécondation, à commencer par grand A, grand B, et ainsi de suite. Et imaginez un nombre plus élevé de chromosomes. Plus le nombre de chromosomes augmente, plus le cas possible de fécondation augmente également. D'où la contribution de la fécondation à la diversité génétique des embryons ou bien des zygotes. Récapitulons ce qu'on peut retenir de cette dernière partie concernant la fécondation. Premièrement, la fécondation est la rencontre puis la fusion de deux gamètes haploïdes de sexe opposé, bien de sexe différent, un gamète mâle ou spermatozoïde et un gamète femelle ou ovule, pour former une cellule diploïde appelée œuf ou zygote. Ainsi, la fécondation permet le retour à la diploïdie, c'est-à-dire le passage de N à 2N lors de la reproduction sexuée. Deuxième point essentiel, en permettant la rencontre aléatoire des gamètes, la fécondation contribue à la diversité génétique des individus de la descendance, c'est-à-dire les individus des générations suivantes. Avec cette vidéo, j'espère que vous n'aurez plus de problème avec le brassage intrachromosomique et le brassage interchromosomique. En tout cas, si vous avez des remarques ou des points à discuter, vous pouvez les laisser dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre dans les plus brefs délais. Merci pour votre intérêt et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah.